Bien, merci beaucoup à tous d'être là ce matin. Si j'avais été tout seul devant 3 des 4 chaises vides, ça aurait été ennuyeux, mais merci beaucoup. Merci, Mme la mairesse. Elle est là. Merci, Mme la mairesse. Merci à tous les gens d'Amqui. Alors, je suis neurochirurgien. Je ne suis plus en pratique active de neurochirurgie. À 72 ans, à un moment donné, il faut se laquer un peu, puis il faut donner ça à des plus jeunes, qui tremblent un petit peu moins aussi. Mais j'ai fait l'essentiel de ma carrière en traumatologie. Qui dit traumatologie cérébrale dit patient qui arrive comateux, dit patient avec des hémorragies cérébrales, dit patient avec des tumeurs cérébrales malignes. Donc, tous des patients qui ont une qualité de vie qu'on peut évaluer, qui n'est pas toujours excellente. Tous des patients très souvent avec qui il faut discuter justement avec les familles, voir, bien, écoutez, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Donc, toutes ces réflexions-là doivent être faites et non pas traitées indéfiniment comme ça. Donc, c'est pour ça que mon épouse et moi, mon épouse a travaillé en soins palliatifs dans les dernières années de sa carrière comme médicale. Elle est ici, d'ailleurs, elle est en arrière là. Fait que si vous avez des questions sur les soins palliatifs, à la fin, là, ça va être elle qui est la top. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir là-dessus déjà dans les années 80. Alors, la mission actuelle de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, lorsque l'association a été fondée en 2007, Monsieur Paquet, je m'excuse, j'ai oublié de partir mon chronomètre parce qu'il me surveille comme c'est pas possible. Fait que je me suis mis 50 minutes à partir de tout de suite. Donc, lorsque l'association a été fondée en 2007, c'était pour promouvoir les lois. C'est Mme Hélène Bolduc, infirmière, encore tout à fait bien vivante et bien vive, qui a fondé l'association avec Mme Francine Lalonde. Les gens plus âgés ici doivent se souvenir de son nom, qui était une députée au fédéral et qui est décédée par la suite, malheureusement, et depuis plusieurs années. Mais ils ont beaucoup fait avancer la cause de l'aide médicale à mourir pour avoir des lois qui permettaient ce soin de fin de vie. Mais comme les lois ont été adoptées en 2014 au Québec puis 2016 au fédéral, bien, la mission de l'association s'est modifiée et actuellement, l'association a pour but de faire reconnaître l'autonomie pour chaque personne majeure apte et ayant rédigé ses demandes médicales anticipées, d'avoir, lorsque sera venu le temps, une fin de vie conforme aux valeurs de dignité et de liberté qui l'ont toujours animée, et pour que soit respectée sa volonté personnelle d'avoir une aide médicale à mourir, quel que soit son état cognitif à ce moment. Ce que ça veut dire, c'est que si vous vous faites donner un diagnostic de maladie, là je vais vous dire le grand terme, neurodégénérative cognitive, ça c'est Alzheimer et compagnie, toutes les démences. Si vous avez un diagnostic, vous pouvez avoir depuis hier soir le droit de demander l'aide médicale à mourir, pas maintenant, mais lorsque vous serez plus apte à le demander. On va revenir là-dessus parce que la loi a été passée hier, il y a des petites nuances là, mais on va revenir un petit peu plus tard. Mais ça, c'est une grande progression. Alors, qu'a fait l'association? Nous sommes 7 membres sur le conseil d'administration, tous bénévoles pour toutes les conférences que je donne partout, c'est complètement bénévole. L'argent que vous pouvez donner, l'argent que les gens nous donnent comme membres, c'est 20 $ par année, sert à faire des activités de rencontres, sert à faire promouvoir notre site web, etc., etc. Et ça nous a permis aussi, avec la subvention que nous avons eue il y a 3 ans, d'engager une directrice générale qui fait beaucoup progresser l'association. Et nous avons la chance d'avoir aussi un conseiller juridique pro bono, Maître Leroux. Maître Leroux accompagnait Maître Ménard lorsqu'il y a eu la cause de Mme Gladu et M. Truchon en janvier-février 2019. Donc, Maître Leroux est un avocat de la santé. Il connaît parfaitement bien toute la situation. C'est un ami personnel. Et donc, lorsqu'on a des questions juridiques, bien, on fait appel à Jean-François. L'association fait du travail auprès des parlementaires et du gouvernement fédéral et provincial. Donc, lorsqu'il y a des commissions parlementaires, lorsqu'il y a des modifications de loi, nous écrivons des mémoires et nous envoyons ça aux commissions parlementaires. Il y a des entrevues, comment ça se passe dans les commissions parlementaires avec des députés, des sénateurs, etc. L'information continue auprès de nos membres, ainsi que de la mobilisation publique et des prises de parole médiatiques. Seulement dans les 2 dernières semaines, en raison du projet de loi 11 puis de ce qui s'est passé dans les journaux, on a eu deux lettres ouvertes qui ont été publiées, une dans la presse et une dans le Devoir. Une dans la presse il y a 15 jours, dans le Devoir il y a 1 semaine. Donc, c'est à ça qu'on passe, que je passe une bonne partie de mon temps. Accompagnement aussi de l'information auprès des familles. À l'association, nous avons un numéro de téléphone, bien sûr, mais le téléphone aboutit sur mon cellulaire et je reçois des téléphones tous les jours, 2, 3, 4, 5 téléphones de gens qui demandent de l'information pour l'aide médicale à mourir, soit pour eux,
soit pour quelqu'un de leur famille, soit qu'ils ont été malheureusement mal informés. À l'occasion, il y a des travailleurs de la santé qui appellent pour savoir quoi faire exactement. Malheureusement, il y a encore de la mésinformation qui tourne beaucoup, de la désinformation sur l'aide médicale à mourir, et malheureusement, il y en a encore de nos jours. Mais bon, on va y revenir un petit peu plus loin, vous allez voir. Alors, les collectifs régionaux, M. Paquette en a dit un mot. Ils sont en collectif de la Ville de Québec a été mis en place il y a un peu plus d'1 an. Et puis, au mois d'octobre 2022, à Québec, on a fêté le 15e anniversaire de la fondation de l'association et on a invité plusieurs personnes. Puis comme c'était gratuit avec des petits fours, bien, M. Paquette est venu tout de suite et il a décidé de s'impliquer activement. Au mois d'octobre, il n'y avait aucun collectif Est du Québec. Puis on est rendu 7 mois plus tard et on est rendu, M. Paquette, je ne sais pas quoi, une quinzaine de conférences organisées par lui, plus du monde. En tout cas, il marche pas à peu près. Si vous avez de quoi faire, demandez-lui, je vous dis qu'il organise ça correct. En passant, prenez pas de notes, là. Toute la présentation va vous être donnée pour ceux qui le demandent. Probablement, qui est responsable d'avoir organisé ici? Bon, alors très bien. Donc, on va vous envoyer, tout le monde connaît Madame, on va vous envoyer le PDF de la présentation. Donc, vous allez avoir tout ce que vous voulez comme renseignement là-dessus. Vous pourrez le regarder autant que vous voulez. Et puis, on va tout vous donner ça, la présentation sans faute. Donc, puis ceux qui sont intéressés à travailler avec M. Paquette dans le collectif Est du Québec, bien, vous allez avoir ses coordonnées aussi. Alors, à venir aujourd'hui, on va faire un bref historique de la situation actuelle de l'aide médicale à mourir, en particulier de ce qui se passe depuis hier avec le nouveau projet de loi 11. Je ne sais pas comment le numéro de loi va s'appeler, on va le savoir dans les prochains jours. Et on va parler de l'avenir et par la suite, pause, et on va procéder à toutes vos questions. Ça va me faire grand plaisir. Alors, pourquoi l'aide médicale à mourir? L'aide médicale à mourir, il y a 2 grands piliers philosophiques, si on veut, ou sociaux de l'aide médicale à mourir. C'est le respect du principe d'autonomie de la personne. Ceux qui sont plus âgés parmi vous, vous vous souvenez certainement de l'époque où vos parents allaient voir le médecin disait « Tu as telle maladie, il faut que tu prennes tel sirop ou tel traitement. » Puis là, vous n'aviez rien à dire. Puis si vous n'étiez pas d'accord, le docteur disait « Va voir le curé. » Puis le curé disait « Écoute le docteur. » Fait que c'est de même, ça se passait. Personne n'avait quoi que ce soit à dire. Vous le savez maintenant, si vous vous faites donner un diagnostic, même une cochonnerie, vous vous faites donner un diagnostic, c'est votre droit le plus strict et vous devriez tous le faire. Quelles sont mes alternatives de traitement? Quelle sorte de traitement je peux avoir? Et avec quel traitement, avec tel ou tel traitement, quelles sont mes chances de m'améliorer? Quels sont les risques de complications? Alors, vous pouvez très bien avoir un diagnostic de cancer, puis le médecin va vous dire « Oui, écoutez, moi, on a un nouveau traitement, là, c'est extraordinaire, c'est une chimiothérapie qui marche. Ça marche dans combien de temps, docteur? » Bien, en général, on réussit avec 10 des patients. Oh, OK. Et puis, dans le 10 des patients, là, tous ceux qui reçoivent de la chimiothérapie, qu'est-ce que c'est les effets secondaires? Bien, en général, les effets secondaires sont quand même assez sévères. Fait que ça, c'est vous qui choisissez selon ce que vous voulez, selon votre âge, selon votre expérience de vie, selon ce que vous êtes capable d'endurer. Ça, c'est l'autonomie du patient. Alors, pourquoi pas aussi décider où on veut mourir, puis avec l'aide médicale à mourir, à quelle date on veut mourir, puis dans quelles conditions on veut mourir, plutôt que d'agoniser à l'hôpital ou chez soi longtemps. Donc, c'est ça le respect de l'autonomie. Deuxième grand principe, deuxième grand pilier, c'est le respect de la dignité du patient. Alors, vous ne voulez pas mourir en train d'agoniser dans un lit d'hôpital avec ne sachant plus où vous êtes, ne sachant plus qui vous êtes ou en souffrance. C'est le respect de la dignité du patient. Et toute personne a le droit au respect de la dignité par tout professionnel de la santé. Ça, c'est très clair. Donc, c'est les 2 grands principes qui dirigent l'aide médicale à mourir. Quelles sont les données actuellement? Au jour d'aujourd'hui, 8 juin, les données que nous avons sont celles de 2021-2022. 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Les données 22-23, on va les avoir à quelque part vers le mois de septembre. Mais l'an dernier, qu'est-ce que c'était les données? En gros, au Québec, il y a 65 000 morts par année, toutes causes confondues, là. 5 des patients décédés en 2021-2022 l'ont été par l'aide médicale à mourir. Donc, c'est loin de la catastrophe puis de l'hécatombe que tout le monde prédisait au début. Ça n'a pas de bon sens de donner l'aide médicale à mourir. Les docteurs vont aller à l'hôpital puis ils vont injecter les vieux pour faire de la place pour les lits. Surtout nous autres, les neurochirurgiens, je vous jure que ça... Bien, pas les neurochirurgiens, les chirurgiens de façon générale, ça s'est dit. On sait bien, les chirurgiens vont aller injecter le monde pour faire de la place, pour avoir du monde dans leur lit, pour être capable d'opérer plus. Ben voyons donc. Ça s'est jamais avéré, bien évidemment. La première
le premier critère pour demander l'aide médicale à mourir, c'est le patient lui-même qui demande l'aide médicale à mourir. Et il faut qu'il soit apte à le demander. Donc, il n'est pas question de donner l'aide médicale à mourir aujourd'hui là, à des patients qui sont déments, à des patients qui sont comateux, à des patients, tout ce que vous voudrez. Il faut que le patient soit apte. C'est lui-même qui demande l'aide médicale à mourir. Pas la famille, pas les enfants, pas n'importe qui. Le patient lui-même. Donc, l'immense majorité de la population, en plus, est favorable à l'aide médicale à mourir. Voici la courbe, j'espère que vous la voyez bien quand même. Évidemment, en 2015-2016, il n'y en avait pas, il n'y avait pas de loi. Donc, 0 patient par aide médicale à mourir. Et vous voyez que progressivement, au fil des années, bien, la courbe progresse. Il y en a qui disent que c'est effrayant. J'ai même entendu un journaliste dire, là, on est rendu à 400 % de décès d'aide médicale à mourir, en plus qu'en 2015. Je comprends chose, en 2015, il n'y avait pas de loi, c'était 0. Fait que si tu passes à 1, bien, ça fait déjà 100 % d'augmentation. C'est pas bien compliqué à comprendre. Donc, évidemment, les gens connaissent plus la loi. Les médecins, pas juste les médecins, le personnel soignant connaît plus la loi. C'est pas toujours vrai. Je peux vous dire que dans les CHSLD, si quelqu'un a le malheur de dire « J'aimerais ça me faire parler d'aide médicale à mourir », hop là, je te dis qu'il se met pas mal rapidement de côté. C'est un travail que nous tous, nous avons faire comme société. C'est le droit de chacun, autonomie, dignité. Pas d'obtenir l'aide médicale à mourir, mais de le demander. Et si le patient répond aux critères, bien, c'est son droit de l'avoir. Donc, il y a une progression. Il y en a qui m'ont dit, c'est-à-dire le docteur Michel Bureau, qui est le président de la Commission des soins de fin de vie, a dit, avec les chiffres qu'on a là, actuellement en 2022-2023, on devrait tourner autour de 7,5 % de décès par aide médicale à mourir. Fait que là, dès le jour même, puis le lendemain, j'avais des téléphones des journalistes. Docteur L'Espérance, qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas de bon sens. On est passé de 5 à 7 %. So what? Qu'est-ce que ça peut bien faire, ça? Ça peut être 10 %, 15 %, 20 % des gens qui décident de mourir chez eux, tranquillement, à l'heure où ils veulent, entourés de leur famille, sans souffrir. S'ils répondent aux critères, pourquoi pas? S'il y a 20 %, 25 %, pourquoi pas? Où est le problème d'être obligé de vivre jusqu'à la fin de sa vie, puis souffrir pour décéder? Parce que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant, surtout les plus jeunes, là. J'en vois 2, là. Mais vous savez, on meurt tous à 100 %. Je veux juste vous le dire de même, là, tu sais, c'est le même résultat. C'est le même résultat pour tout le monde. Ça fait que pourquoi ne pas essayer de s'enlever les tabous sur la mort? Il ne faut pas oublier non plus que depuis la nuit des temps jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, à peu près, entre les deux guerres, disons, les gens mouraient chez eux. La grande majorité, il y a des gens âgés ici qui ont vu leurs grands-parents ou leurs parents mourir chez eux, à la maison, tranquille. La mort à l'hôpital, là, c'est seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou à peu près, on la cachait un peu, puis on amène le monde à l'hôpital, ils sont malades, on les garde là, puis ils meurent là. Mais la majorité, avant ça, tout le monde mourait à la maison. Comme ça arrivait de même. Fait que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir un petit peu en arrière? Il y avait des affaires qui étaient bonnes. Quand le patient meurt à la maison, entouré de sa famille, c'est vrai que c'est triste, il n'y a rien de drôle dans ça, mais il est entouré de sa famille, il est chez lui, il est dans ses affaires. Et pourquoi pas? Donc, 2-3 éléments importants sur l'aide médicale à mourir. 93 % des gens qui ont l'aide médicale à mourir, c'est des gens de 60 ans et plus. Alors, de dire qu'on va l'aide médicale à mourir va amener la mort chez des jeunes de 40-45 ans, s'ils répondent aux critères, oui, mais la grande majorité, 93 %, c'est des gens âgés de 60 ans et plus. Pas parce qu'on élimine des vieux, juste parce que plus on vieillit, plus on a des risques d'avoir des maladies, bien sûr. Les gens atteints de cancer dans 66 % des cas, et ça, c'est stable au Canada comme au Québec, c'est à peu près stable, cette proportion-là. Où est-ce que les gens meurent avec l'aide médicale à mourir? Dans le centre hospitalier, à 54 %. C'est vrai au Canada comme au Québec. Pourquoi? Souvent, il y a des gens qui vont rentrer à l'hôpital avec une complication de leur maladie, puis là, bien, on leur dit « Oh, ça va mal, monsieur ou madame Tremblay, je suis désolé, mais là, on ne peut plus faire grand-chose pour vous. Parfait. Je peux savoir l'aide médicale à mourir? » Oui, donc ils vont l'avoir, bien sûr, à l'hôpital. Il y en a qui ne sont pas transportables chez eux parce qu'ils sont trop malades. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui sont à domicile, mais qui ne veulent pas avoir l'aide médicale à mourir à domicile. Donc, on les amène à l'hôpital la veille ou le matin même, puis ils ont l'aide médicale à mourir dans une chambre tranquille, seule, à l'hôpital. En CHSLD, 8 % il n'y en a pas beaucoup, pour des raisons que je vous disais. Mais il faut dire aussi qu'en CHSLD, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas leur aptitude. Donc, ils ne peuvent pas avoir l'aide médicale à mourir, par définition.
Donc, alors, ce sont les autres patients qui, éventuellement, peuvent obtenir l'aide médicale à mourir. Puis en maison de soins palliatifs, un petit mot là-dessus. Au début de la loi au Québec, en 2014, pour faire passer la loi, les maisons de soins palliatifs, sur des bases religieuses, on va pas se faire de cachotterie, là, refusaient de donner l'aide médicale à mourir. Et donc, et pour faire passer la loi, Mme Yvon, à l'époque, a donné une exclusion pour les maisons de soins palliatifs, disant que les maisons de soins palliatifs ne sont pas obligées de donner l'aide médicale à mourir. Sauf que toutes les maisons de soins palliatifs reçoivent un financement public. Les médecins qui travaillent dans les maisons de soins palliatifs sont financés par l'État. À plus de 70 % les maisons reçoivent des subsides du gouvernement, donc vos impôts vont aux taxes. Fait que dans mon esprit à moi, quelqu'un qui reçoit 70 % de subventions du gouvernement, c'est un établissement public et ils devraient tous être obligés de donner l'aide médicale à mourir. Ceci dit, jusqu'à hier, les maisons de soins PAL, il y en a maintenant 60 % qui donnaient l'aide médicale à mourir, qui offraient plutôt l'aide médicale à mourir avec des conditions. Mais depuis que la loi est passée hier, les maisons de soins palliatifs vont toutes être obligées de donner l'aide médicale à mourir. Et celles qui ne voudront quand même pas, encore une fois, il ne faut pas se faire de cachotterie, là, c'est sur des bases religieuses, ceux qui ne veulent pas vont perdre leur subvention gouvernementale. Point final. Passons un bref historique des lois. Oh, ça, c'est vraiment pas facile à voir. Bon, je suis désolé. Vous êtes obligé de me croire sur parole. 10 juin 2014, le Québec adopte la loi 2, c'est-à-dire sur l'aide médicale à mourir, loi qui s'inscrivait dans les soins de santé et non pas du tout dans le Code criminel qui relève du fédéral. Le Code criminel relève du fédéral, les soins de santé relèvent du provincial. Le Québec a donc fait une loi qui était toute seule dans le Canada sur les soins de santé qui parlait des directives médicales anticipées, de la sédation palliative continue et de l'aide médicale à mourir. Donc, c'était vraiment spécifique au Québec. C'est pour ça que la loi du Québec, en 2014, était très restrictive parce qu'il fallait rester vraiment dans le cadre des soins de santé et de dire, bien, il faut que le patient ait une maladie grave et il faut qu'il soit en fin de vie. Puis là, comme les parlementaires n'avaient pas défini fin de vie, ils nous ont laissé ça à nous, les médecins, de définir c'était quoi. On s'est entendu qu'entre 12 et 18 mois, 24 mois de pronostic, on pouvait penser que le patient était en fin de vie. Bon, ça s'arrêtait comme ça. Par ailleurs, quelques mois plus tard, la Cour suprême du Canada, en février 2015, et contrairement à un article du Devoir ce matin, ça n'a rien à voir avec la loi du Québec, le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada a rendu une décision à l'unanimité dans la cause de Mme Carter et de Mme Taylor, deux patientes qui avaient été refusées pour l'aide médicale à mourir en Colombie-Britannique. Et ça a été contesté. La Colombie-Britannique, c'est-à-dire la Cour d'appel de Colombie-Britannique a dit non, ils n'ont pas le droit. Et c'est allé jusqu'en Cour suprême. Et la Cour suprême, en février 2015, Cour suprême du Canada, a décidé à l'unanimité, et ils n'ont pas signé le nom des juges, ils ont dit signer la Cour. Ça, pour ceux qui sont avocats ici ou qui connaissent le droit, c'est la décision la plus haute qu'il peut y avoir. Il n'y a personne qui peut aller contre ça. À l'unanimité, la Cour suprême a dit l'interdiction dans le Code criminel canadien, article 241, d'aider quelqu'un à mourir, elle est anticonstitutionnelle parce qu'elle ne respecte pas la Charte des droits et libertés, selon l'article 7, où tout le monde a le droit au respect de sa vie. Comment ça se fait? Avoir le respect de la vie, puis on a l'aide médicale à mourir, ça fait drôle un peu. C'est parce que les patients qui sont dans cet état-là veulent mettre fin à leur jour à cause qu'ils souffrent trop, etc., en se tirant en dessous du métro, en s'envoyant en dessous d'un autobus, en faisant un accident, en se tirant avec un fusil. Donc, ça ne respecte pas leur dignité. Donc, la Cour suprême a dit au gouvernement fédéral, le Code criminel, il est non constitutionnel, il ne respecte pas la Charte des droits. Changez le Code criminel. Ce que le gouvernement fédéral a fait un an et demi plus tard, en juin 2016, et ils ont changé l'article 241 qui parle des homicides en disant si le patient respecte tel ou tel critère, puis que les médecins respectent tel ou tel critère, bien, ce ne sera pas du tout un homicide d'aider quelqu'un à mourir en fonction que ça respecte les critères. Alors, c'est ça qu'on va voir dans quelques instants. Nous avons fonctionné comme ça au Québec et au Canada pendant 3 ans. Et là, souvenez-vous, dans la loi du Québec, il fallait que le patient soit en fin de vie avec une maladie. Dans la loi fédérale, ils ont repris les termes de la Cour suprême. La Cour suprême a dit maladie, handicap ou affection. Et la Cour suprême n'a jamais parlé de délai. Ils n'ont pas dit qu'il fallait être en fin de vie. La Cour suprême n'a jamais a simplement dit bien, il faut que le patient soit apte, etc. On va y revenir dans quelques minutes. Puis aussi, la Cour suprême n'a jamais fait de liste de maladies. Jamais la Cour suprême a dit si vous avez telle maladie, vous avez le droit, puis si vous avez telle maladie, vous n'avez pas le droit.
incluant les pathologies de santé mentale. Donc, c'était relativement large. Le fédéral a dit, bon, bien, ils ont reculé un petit peu, puis le fédéral a dit, il faut que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible. Puis moi, j'étais avec mon épouse à Ottawa, juste avant le projet de loi, en audition, puis on dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai dit, je m'excuse, mais comme médecin, là, la mort naturelle raisonnablement prévisible, ça commence à la naissance, pas mal, tu sais, 100%. On va tous mourir, c'est certain. Fait que, bon, ils n'ont pas trop aimé ma réponse, mais ils n'ont pas changé Sauf que mort naturelle raisonnablement prévisible, nous autres, au Québec, on ne savait pas ce que ça voulait dire trop tôt. Le Canada anglais, les médecins étaient obligés de fonctionner avec ça. Donc, progressivement, ils ont fait une espèce de jurisprudence. Et pour les médecins du Canada anglais, hors Québec, la mort naturelle raisonnablement prévisible, ça veut dire que la maladie du patient va l'amener vers sa mort. Alors, si vous avez, par exemple, une sclérose en plaques, mais que vous n'êtes pas en fin de vie du tout, mais on sait que probablement votre maladie va vous amener vers la mort. Sclérose latérale amyotrophique, ça, c'est certain. Mais ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, c'est ça la définition de la mort naturelle raisonnablement prévisible. Mais est arrivée la cause Gladu-Truchon. Mme Gladu et M. Truchon sont 2 personnes qui étaient tout à fait aptes, qui avaient des pathologies chroniques de longue date. Mme Gladu, c'est un syndrome post-poliomyélitique. M. Truchon avait une paralysie de naissance, qui avait encore un bras droit qui fonctionnait à peu près un peu, disons, puis qu'avec les années, il y a eu la décision, il y avait 55 ans à peu près, M. Truchon. Et donc, son bras droit ne fonctionnait plus. Donc, il était rendu complètement confiné à son fauteuil roulant, mais avec toute sa tête. Il avait un petit peu de difficulté à s'exprimer, mais il avait complètement toute sa tête. Mme Gladu aussi. Et là, la juge Baudouin du Québec, Cour supérieure du Québec, a dit, écoutez, mon épouse et moi, on était là pendant tout le procès, 7 semaines de temps. Le fédéral, il y avait 4 avocats, plus 4 avocats en arrière qui étaient pour les groupes d'handicapés, santé mentale, autochtones, etc., qui parlaient moins, mais quand même qui étaient là. Des tonnes de papier, vous pouvez bien vous imaginer. Puis au Québec, bien, il y avait Maître Ménard puis Maître Leroux. Puis nous autres, on était en arrière, puis on les nourrissait un petit peu le midi puis l'après-midi. Bien, nourrir en termes intellectuels, là, en termes de questions. Puis Mme la juge Baudouin a décidé que la question de la fin de vie, dans la loi du Québec, et la question de la mort naturelle raisonnablement prévisible dans la loi fédérale, c'était non constitutionnel parce que ça ne respectait pas la décision de la Cour suprême. Point. Et là, le Québec n'est pas allé en appel, et le gouvernement fédéral a dit très bien, on va changer notre loi. Et ils ont changé la loi en mars 2021 avec des modifications. J'y reviens dans un instant. Alors, c'est ça le suivi. Donc, quels sont les critères aujourd'hui en date du 8 juin, je m'excuse, M. Paquette, je n'ai pas changé cette date-là encore, 8 juin 2023, Loi du Québec, Cour suprême fédérale, c'est exactement les mêmes critères. Il faut être assuré dans sa province. Pourquoi il faut être assuré? Pas pour que les docteurs soient payés. Il faut être assuré pour pas qu'il y ait de tourisme médical, des gens qui viendraient d'autres pays pour obtenir l'aide médicale à mourir ici. Il faut que le patient soit majeur, au-delà de 18 ans. Il faut qu'il soit apte à décider pour lui-même. Ça, c'est probablement le plus gros... le critère, je dirais, le plus important. Ça vous explique que personne ne peut avoir l'aide médicale à mourir si ce n'est pas cette personne-là qui le demande elle-même. C'est ça qu'il faut enlever de la tête de certaines personnes là, qui disent ben là, vous allez donner l'aide médicale à mourir à n'importe qui dans les CHSLD. Non, non, c'est la personne elle-même qui le demande. J'ai des gens qui m'appellent, écoutez, ma mère... dans le CHSLD, puis elle me dit « veut mourir. » Oui, mais j'ai dit « est-ce qu'elle a été évaluée? Est-ce qu'elle est apte? » Oui, mais le docteur dit qu'elle n'est pas apte. Je suis désolé, mais si elle n'est pas apte, là, c'est pas vous qui pouvez demander. Pas plus d'ailleurs, parce que je vais répondre à la question avant qu'elle arrive, pas plus d'ailleurs que dans les mandats de protection, ce qu'on appelait avant les mandats d'inaptitude. Si vous êtes mandataire d'un de vos vieux parents, bien, même si votre parent, même si vous dites, bien, je suis mandataire, donc je peux décider. Non, vous ne pouvez pas décider pour lui. C'est la personne elle-même qui doit le demander. Il faut qu'il y ait une maladie grave et incurable. Bon, j'ai eu, je vous le jure, toutes les histoires que je vous raconte, c'est des histoires vraies et vécues. J'ai eu un téléphone hier ou avant-hier d'un patient qui me dit... mon docteur, c'est-à-dire le docteur a évalué, je pense, a évalué ma soeur ou mon frère, ça n'a pas d'importance, disant que, bien, il n'est pas encore rendu là à la fin de vie. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a comme maladie? Bien, il y a un cancer du poumon avec des métastases. Bien, c'est pas mal une maladie grave et incurable, ça. Là, le docteur a dit, non, vous n'êtes pas rendu là. C'est pas au docteur à décider
C'est au patient lui-même à décider, point final. Maladie grave et incurable, il n'y a pas de liste de maladies, je vous l'ai dit, il n'y a aucune liste de maladies. Maladie grave et incurable, ça veut dire qu'elle est incurable selon vous, ce que vous pensez que vous êtes capable d'accepter comme traitement. C'est sûr qu'un ongle incarné, autre histoire vraie, c'est pas acceptable, ça m'a été demandé, je vous le jure. Mais une maladie grave et incurable, je vous donne un exemple. Vous avez, pour les madames puis les messieurs, c'est valable. Pour les madames, cancer du sein, disons, de bas bruit. Pour les messieurs, un cancer de la prostate, lui aussi à bas bruit. C'est une maladie qui est sérieuse, mais qui très souvent va être sur du long cours. Ça ne va pas forcément amener la mort du patient, particulièrement la prostate. Mais, par contre, c'est quand même une maladie grave. Et si le patient ou la patiente ne veut pas avoir de traitement, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, immunothérapie, etc., ça devient une maladie incurable pour le patient. Je vais vous donner un exemple plus simple. Vous êtes en dialyse rénale. Vous allez à l'hôpital 3 fois par semaine pour avoir une dialyse, ou vous avez une dialyse péritonéale chez vous, 2 ou 3 fois par semaine aussi. Ça va pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais à un moment donné, vous en avez ras le pompon. Vous ne voulez plus aller à l'hôpital pour vos dialyses rénales. Bien, ça devient une maladie qui est incurable. C'est vous qui décidez. Et ça, c'est dans la loi depuis 1993, la cause de Nancy B. à l'Hôtel-Dieu de Québec. J'étais là à cette époque-là. Nancy B. qui était une jeune femme qui avait une maladie de Guillain-Barré depuis 2 ans, dépendante du respirateur. Et elle a dit, bon, ben là, vous arrêtez le respirateur. Et son médecin, qui était une bonne amie à mon épouse et moi, a dit, ben là, si je fais ça, ça va être un meurtre. Fait qu'elle est allée en cours. Il faut dire que c'était une fille de juge et d'avocat aussi, fait qu'elle connaissait ça. Ils sont allés en cours et le juge a dit, non. Si une personne comme cette jeune femme, Nancy B., décide qu'elle arrête tous ses traitements et que tous les médecins lui ont expliqué que si elle ne prend pas les traitements, elle va mourir, c'est son droit le plus strict. Autonomie, dignité. Et depuis la cause Nancy B., puis il y a eu d'autres causes aussi un petit peu ailleurs, là, un peu partout ailleurs, bien, c'est le droit du patient de refuser tous les traitements. Donc, la maladie devient grave, elle est grave en partant, mais elle devient incurable, pas parce qu'il n'y a plus de traitement à faire, parce que le patient ne veut plus avoir de traitement. Ça, c'est bien important à comprendre. Avec un déclin irréversible. Déclin irréversible, encore là, c'est selon le patient. C'est pas le déclin selon le docteur. Ben non, madame, vous êtes encore capable. Allez-y, prenez votre marchette, là, vous êtes capable. Vous êtes encore capable, allez-y un peu. Non. C'est le déclin irréversible selon le patient. Je vous donne un exemple facile à comprendre pour les personnes plus âgées puis ceux qui ont des parents âgés. La dégénérescence maculaire qui fait diminuer la vision de façon progressive. Bon, ben certains vont dire c'est pas grave, mais si une personne, son gros plaisir dans la vie, c'est de lire, puis d'écrire, puis de communiquer avec d'autres, et qu'elle n'est plus capable de lire à cause de la dégénérescence maculaire, c'est peut-être pas, certains diraient que c'est pas une maladie bien grave. Ben oui, c'est une maladie grave. Puis pour cette personne-là, le déclin de ne plus être capable de lire, ça devient un déclin irréversible. Il n'y a pas d'amélioration possible. Même chose pour des gens qui ont des sténoses lombaires, de l'arthrose lombaire, qui leur donnent des douleurs puis qui ont de la difficulté à marcher. Ben non, ma petite madame, vous êtes capable de marcher. Voyons donc. Prenez votre marchette, allez. Ben non. Si le patient, lui, il n'est plus capable de marcher confortablement, de faire son épicerie, parce que c'est ça qui l'animait, d'aller faire son épicerie, d'être capable de marcher le printemps puis l'été dans les rues, bien ça devient un déclin irréversible. Mme Carter, en Cour suprême, elle n'avait pas un cancer, Mme Carter. Elle avait une sténose spinale lombaire, donc de l'arthrose, et elle avait ce qu'on appelle une claudication neurogénique, donc de plus en plus de difficultés à marcher. Elle, malheureusement, elle n'a pas bénéficié de la décision. Elle est allée en Suisse, mais quand même, c'est exactement la même pathologie. Il faut avoir des souffrances physiques ou psychologiques ou existentielles. Pas un et l'autre, non. Un ou l'autre. Exemple, cancer avec des métastases osseuses, c'est très souffrant. Tout le monde comprend ça. Sclérose en plaques, ça peut être souffrant parfois, en raison des douleurs neuropathiques qu'on appelle, mais ce n'est pas forcément souffrant. Mais par contre, le patient est de 60 ans qui a une sclérose en plaques, qui est rendu en fauteuil roulant, qui se détériore de même depuis 3-4 ans, bien là, il se dit, moi, je ne suis plus capable de rien faire. Puis qu'est-ce qui va m'arriver dans 3-4 ans? Je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit. Je ne suis même plus capable de manger moi-même. Je ne suis plus capable d'aller à la salle de bain moi-même. Ça, c'est de la souffrance psychologique et existentielle. Et ça, c'est tout aussi valable que de la souffrance physique. Souffrance physique, c'est de la douleur. Mais la douleur, ça se contrôle relativement bien. Quand les gens de soins palliatifs nous disent « Ah, on est très bons, nous autres, on contrôle toutes les douleurs », pas vrai. Ils peuvent contrôler la douleur physique, mais pas la douleur existentielle, puis pas la douleur psychologique. Les patients qui se font donner, et là, on est en plein dedans,
se font donner un diagnostic de maladie neurodégénérative, Alzheimer. C'est pas forcément souffrant, l'Alzheimer. En fait, il y en a beaucoup qui disent, bien, regardez, il a de l'air bien, le patient, là, dans son fauteuil roulant, là, ou sa chaise berçante. Il est peut-être bien, mais quand il était apte, de savoir comment il va se détériorer, c'est ça la souffrance existentielle. Moi, je ne veux pas me voir dans le fond d'un lit à manger mes excréments. Ça, c'est la souffrance existentielle. C'est ça, les souffrances existentielles. Et c'est tout aussi valable, je dirais même à la limite, c'est encore plus valable que les souffrances physiques. Les souffrances physiques, ça, on peut les contrôler pour la plupart. Et le dernier point, c'est intolérable selon elle. Intolérable, selon elle, c'est bon pour la maladie incurable, c'est bon surtout pour le déclin irréversible et les souffrances physiques. Intolérable, ben non, madame. Je vais regarder l'autre, madame. Ben non, madame. Ça ne vous fait pas si mal que ça. Voyons donc, vous êtes capable de toffer encore un petit peu. Non, intolérable selon la madame ou le monsieur. Pas selon le docteur, le curé, l'imam ou le rabbin, la famille, les enfants, les parents. Non, selon le patient lui-même. C'est intolérable selon le patient lui-même. Autonomie, respect du patient. Il faut écouter le patient. C'est le patient lui-même qui va nous dire si ses douleurs deviennent intolérables. Donc, c'est ça les grands principes. Alors, les critères, on les rappelle, être assuré, majeur et apte, maladie grave, incurable, déclin irréversible, souffrance physique ou psychologique existentielle et intolérable selon le patient. Une différence particulière qui existait jusqu'à hier au Canada par rapport au Québec. Au Québec, je vous l'ai dit au début, c'était des soins de santé. Donc, il y avait seulement que les médecins qui pouvaient donner l'aide médicale à mourir pour la raison que c'était dans le cadre des soins de santé. Donc, il y avait des questions d'assurance de responsabilité, puis il ne fallait pas aller dans le code criminel. Donc, c'était seulement les médecins. Au Canada anglais, ils ont tout de suite dit les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS, pourront évaluer les patients et pourront donner l'aide médicale à mourir. C'est vrai pour toutes les régions éloignées où il n'y a pas forcément de médecin, ou parfois il peut y avoir un médecin, mais qui est contre l'aide médicale à mourir. Donc, les infirmières le peuvent. Au Canada anglais, dans les dernières années, 10 des aides médicales, en gros, là, 10 des aides médicales à mourir se donnent par des IPS. Au Québec, bien sûr, il n'y en a pas. Mais depuis hier, les IPS vont pouvoir être formés et donner l'aide médicale à mourir au Québec. J'espère dans les 2-3 prochains mois. Là. Mais donc maintenant, c'est accepté au Québec. On se met à l'harmonie de la loi fédérale. Puis ça va aider beaucoup de gens parce qu'il y a des régions, dans un petit village, là, en arrière de la Gaspésie ou en Abitibi, si le docteur, lui, ah ben non, moi je suis pas pour ça, puis j'ai trop d'ouvrages, je ne veux pas m'en occuper, bien, s'il y a une bonne infirmière qui est là, une infirmière praticienne spécialisée, elle pourra évaluer le patient et donner l'aide médicale à mourir. Même chose pour le suicide assisté. Au Canada anglais, ils ont donné le droit au suicide assisté. Ça veut dire quoi? Le médecin donne une prescription au patient, puis le patient prend la médication par la bouche. On pourrait appeler ça aide médicale à mourir par voie orale, mais c'est ça le suicide assisté. C'est exactement ce qui se passe en Suisse, d'ailleurs. En Suisse, c'est pas du tout de l'aide médicale à mourir, c'est le patient qui reçoit la médication et c'est lui-même qui doit la prendre, que ce soit par la bouche ou par intraveineuse. C'est le patient lui-même qui doit se l'injecter avec une tubulure, là. Mais au Canada anglais, ça existe, le suicide assisté, mais ça se compte sur les doigts d'une main, ce qui s'est fait en suicide assisté depuis des années, là, ça se fait quasiment pas. Moi, personnellement, ça c'est moi, là, c'est pas l'association. Moi, comme médecin prestataire d'aide médicale à mourir, je veux pas donner de suicide assisté parce que je considère que c'est à la médecine, aux médecins, infirmières aussi, d'aider, d'assister le patient jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière seconde pendant qu'on l'injecte, on lui tient la main et on fait l'injection. C'est à nous à faire ce dernier soin qui est un soin de compassion, qui est un soin humanitaire. Et donc, à ce moment-là, c'est à nous de le faire et non pas de dire au patient, bien, prenez vos pilules, puis si le patient s'étouffe, en prenant ses pilules, s'il renverse la moitié de son jus d'orange dans lequel il y a le médicament, on n'est pas plus avancé, là. On n'a rien gagné. Le patient va être à moitié mort, c'est le cas de le dire, et donc il n'y a rien de bon là-dedans. Moi, je suis très opposé. Au Québec, il n'y a pas de discussion sur le suicide assisté pour le moment. Quelle est la démarche? Le patient signe sa demande avec tout professionnel de la santé. Le nombre de téléphones que je reçois, mon épouse pourrait le confirmer, c'est quasiment tous les jours. Bien, mon médecin, il n'est pas pour ça. Bien, même si le médecin n'est pas pour ça, d'abord, il est obligé de signer la formule, premièrement. Ça ne l'oblige à rien d'autre, mais il signe la formule. Puis deuxièmement, si le médecin il ne veut pas, bien, l'infirmière peut le faire. Tout travailleur de la santé peut le faire, en autant qu'il y a un ordre professionnel. Ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, etc. Donc, tout professionnel de la santé peut signer le formulaire. On va y revenir dans une minute pour le formulaire. Donc, le professionnel a l'obligation déontologique
est légal de faire suivre la demande. D'ailleurs, dans le code criminel, c'est indiqué, il y a une amende, puis il y a même de la prison possible. Ça ne s'est jamais produit depuis 2016, mais c'est quand même dans le code. Si un professionnel de la santé détruit un formulaire d'aide médicale à mourir ou ne le fait pas suivre ou le cache, c'est illégal. C'est dans le code criminel. Fait que dites ça à vos docteurs si on dit pour vos parents, « Ah ben non, moi je m'en occupe pas, je ne veux pas faire suivre la demande. » J'ai des gens qui m'appellent, me disent « On l'a signé la demande, mais là, l'infirmière au poste, elle ne sait pas où est passée la demande, puis ça fait 3 semaines. » Bien là, c'est pas normal, ça. C'est illégal. Donc, une fois que la demande va être envoyée, par exemple, à Amqui, ici, c'est quoi votre 6 à Amqui? C'est-tu Rimouski? Oui. C'est Bas-Saint-Laurent, c'est Rimouski, hein? Et donc, si c'est envoyé, ça va être envoyé à Rimouski. Et là, il y a un bassin de médecins évaluateurs. Et il y a un médecin qui va prendre contact avec le patient demandeur, qui va dire, bon, ben, je pourrais aller vous voir à telle date, on va s'arranger pour la date. Et le médecin évaluateur, c'est celui qui fait l'aide médicale à mourir, il va aller évaluer le patient. C'est tout comme ça se passe. Ça peut prendre 1h30, 2 heures. On questionne le patient, on regarde son dossier, bien évidemment. On voit où en est le patient, quelles sont ses motivations, etc. Et on regarde s'il répond aux critères qu'on a vus avant. Par la suite, il y a un deuxième médecin qui va voir le patient. Deuxième médecin, ça ne veut pas dire que c'est après. Ça peut être même avant. Par exemple, le médecin traitant qui connaît le patient, par exemple, un oncologue qui suivrait un patient pour un cancer du poumon, mais lui, il veut pas faire l'aide médicale à mourir, mais il sait très bien que son patient a un cancer du poumon. Fait qu'il va écrire le deuxième avis. Puis moi, je reçois l'avis. Est-ce que vous accepteriez de voir monsieur ou madame une telle? Oui. Voici le deuxième avis est déjà au dossier. Parfait. C'est comme ça que ça se passe, le deuxième avis. Et le Collège des médecins nous permet, depuis la pandémie, puis maintenant ça persiste, de faire le deuxième avis, même uniquement en visioconférence si c'est trop compliqué. Par exemple, si moi, on me demande un deuxième avis, puis ça presse parce que le patient est à Montréal, puis je suis ici, ben je peux faire le deuxième avis avec la famille en disant, ben écoutez, à telle heure, tel jour, on va se rencontrer, on va faire un FaceTime, on va faire un Zoom avec votre père ou votre mère, puis là, je vais poser quelques questions, je vais donner le deuxième avis. C'est beaucoup moins complexe et moins intense que le premier avis, mais c'est ça que ça veut dire, le deuxième avis. Autrement dit, une protection. Par la suite, tout le reste appartient au demandeur. Le demandeur choisit sa date, choisit l'endroit où il veut, que ce soit chez lui ou à l'hôpital, que ce soit dans une chambre d'hôtel et que ce soit maintenant dans un salon funéraire. C'est le patient lui-même qui choisit là où il veut. Ça va être dans votre camp de chasse? Parfait, ça va être dans votre camp de chasse. Ça va être dans votre chalet? Parfait, ça va être dans votre chalet. Ça peut être sur le bord du fleuve, en autant que vous ne faites pas ça devant tout le monde, là, mais sous une tente, ça va être parfait. Dans le reste du Canada anglais, ça a toujours été... J'ai jamais eu de problème. Il y a des gens qui, dès le début, ont eu de l'aide médicale à mourir dans le parc Victoria, pour ceux qui connaissent un petit peu la Colombie-Britannique. Dans le parc Victoria, sur le bord de l'eau, là, sous une tente, bien sûr, de réception, pas devant tout le monde le dimanche après-midi, là, mais sous une tente. Vous savez, les grosses tentes blanches de réception, les gens s'organisent. Si le médecin est d'accord, c'est parfait. L'histoire de salon funéraire, il y a 15 jours, la ministre a déchiré sa chemise sur la place publique. Bon, nous autres, on y a répondu tout de suite. So what? Si le patient veut avoir... Il ne peut pas l'avoir à domicile parce qu'il y a juste 2 pièces, puis il y a 10 frères et sœurs. Ça ne marche pas. Il ne veut pas l'avoir à l'hôpital parce qu'il y a des tas de gens qui ne veulent pas retourner à l'hôpital. C'est très bien. Pourquoi il ne pourrait pas avoir ça au salon funéraire? Ce que la ministre ne veut pas, puis les autres, ils ont dit qu'il ne faudrait pas que ce soit monétarisé. Bon, bien d'accord, mais de toute façon, lorsqu'un patient demande l'aide médicale à mourir, il faut qu'il y ait, dans nos documents, là, le nom d'un salon funéraire. Parce que si c'est à domicile, il faut bien que quelqu'un vienne chercher la dépouille. Puis si c'est à l'hôpital, il faut que quelqu'un vienne chercher la dépouille. Fait que de toute façon, il y a un contrat qui est fait avec un salon funéraire. Alors, pourquoi pas louer une pièce ils sont organisés, salon funéraire, ils font ça avec toute la sérénité possible, toute la solennité possible. Ils sont habitués, c'est leur job. À l'hôpital de Joliette, ils ont créé, il y a quelques mois, une belle grande chambre, une très grande chambre, plus qu'une chambre, c'est un salon, avec à côté un petit salon. Mais c'est pas tous les hôpitaux qui peuvent faire ça, pas tout le monde, pas toutes les places qui ont ces possibilités-là. Dernièrement, il y a un monsieur hier où est-ce qu'on était hier, monsieur Paquette? On était à Kakuna. Il y a un monsieur qui nous a raconté son histoire. Sa belle-sœur, si mes souvenirs sont bons, non, sa sœur a eu l'aide médicale à mourir au Château Bonne-Entente à Québec. Fait qu'ils ont eu un petit party avec des repas, puis du vin, puis du champagne. Puis quand ça a été l'heure, madame est montée dans la chambre avec le médecin, puis là, l'aide médicale à mourir était donnée là. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas tout le monde qui peut l'avoir à domicile. À domicile aussi, il y a, par exemple, le conjoint ou la conjointe, bien, il veut pas garder l'image de son conjoint mort dans la chambre, là, tu sais. Fait qu'ils veulent pas ça, puis c'est bien correct.
Donc, il y a toutes sortes de raisons, en autant que ça se fasse dans la dignité. C'est ça qui est le plus important. Donc, le patient choisit la date, l'heure, l'endroit, en accord avec le médecin, bien sûr, parce qu'on n'est pas libre tous les jours, là. Donc, la formule, elle est très, très simple. C'est une seule page. Vous ne mettez pas de nom de docteur en haut si ce n'est pas le docteur qui fait l'aide médicale à mourir. Une seule signature du patient. Un professionnel de la santé qui signe ici et la signature d'un témoin. Le témoin, il y a des règles. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est sur le testament. Bon. Si vous avez juste un vieux camp dans le bois là, qui est tout branlant, puis vous le donnez à votre fils, je pense qu'il peut signer. Personne ne va s'estimer. Si vous aviez 8 ou 10 millions sur votre compte de banque, peut-être trouver quelqu'un d'autre pour signer. Là. Ça serait un petit peu tannant. C'est juste une question de conflit d'intérêts. Je rappelle encore une fois que l'objection de conscience. Moi, ma religion m'interdit de faire ça à l'aide médicale à mourir. Très bien. Mais l'objection de conscience existe pour faire l'évaluation du patient puis pour donner le soin, pas pour signer la formule. La formule, c'est une obligation déontologique du médecin puis maintenant des IPS de faire suivre la formule. La déontologie, la loi oblige à transférer, c'est le droit de chaque citoyen d'être évalué. Bon, c'est bien sûr que si quelqu'un m'appelle puis dit « Moi, j'ai un trouble bipolaire, ça fait 20 ans que c'est le même, puis je dis « Je m'excuse, madame ou monsieur, mais la loi ne le permet pas actuellement encore. Peut-être dans une couple d'années, là, mais pour le moment, la loi ne le permet pas. Fait que là, je ne peux même pas l'évaluer d'emblée au départ. Cette personne-là n'est pas admissible. Et c'est un droit d'obtenir l'aide médicale à mourir si le patient rencontre les critères qu'on a vus au tout début. En particulier, je répète, encore une fois, je suis bien tannant, l'aptitude à décider pour soi-même. Je rappelle aussi, ça c'est une précision, parce que c'est mal compris dans la population, parce que tout le monde mélange les affaires, pas vous autres, mais souvent les médias là, ou les groupes de pression. Les soins palliatifs, c'est des soins donnés lorsque les soins curatifs ne sont plus possibles. On vous donne un diagnostic, mettons, d'un lymphome. On sait qu'on peut donner telle ou telle chimiothérapie. Bon, ça fonctionne bien. Après ça, vous voyez votre médecin, puis il vous dit, là, je suis désolé, mais il appelle ça des lignes. On n'a plus de lignes de chimiothérapie à vous offrir avec le type de lymphome que vous avez. Par contre, on va vous donner des soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on va soulager vos symptômes. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est ça, des soins palliatifs. Vous faites vos activités, mais ce n'est plus un soin curatif parce que les soins qu'on vous donne, ils ne guériront pas votre maladie. Par exemple, une sclérose latérale amyotrophique, on va vous donner des soins palliatifs parce qu'il n'y a pas de traitement pour ça. Même chose pour un tas de maladies neurodégénératives. Les soins palliatifs de fin de vie, ça, c'est ce dont vous entendez parler malheureusement dans les journaux. En général, quand il y a un scandale, là, comme l'ex-épouse du feu Robert Bourassa, il n'y a pas eu de soins palliatifs de fin de vie parce qu'elle était à l'hôpital, mais elle n'était pas sur le bon étage. Écrivez pas ça, là, je vais dire. Câlisse. Ça n'a pas de sens. Tout médecin devrait être capable de donner des soins palliatifs. Avant la loi 2 du Québec, on donnait des soins palliatifs, nous tous, les médecins et les infirmières aussi. Si le patient est en train de finir sa vie dans le fond d'un lit ou chez lui, on lui donnait des soins palliatifs de fin de vie. On lui permet de ne pas souffrir, d'avoir toutes sortes de médicaments. Et les médecins de soins palliatifs, dans les maisons de soins palliatifs ou sur les étages à l'hôpital, ils ont ce qu'on appelle des protocoles aide-moi, Notion, des protocoles de détresse. Merci beaucoup. Des protocoles de détresse respiratoire. Donc, on donne des médicaments pour que le patient diminue son anxiété, respire mieux. En général, ça les endort aussi un peu, mais c'est ça qu'on veut. Ça, c'est les soins palliatifs de fin de vie. Ça va souvent être donné, ça va être donné dans les maisons de soins palliatifs et dans les unités de soins palliatifs. En général, on parle des soins de fin de vie, soins palliatifs de fin de vie dans les 3 derniers mois de la vie, quand le patient est rendu vraiment plus détérioré. Et la sédation palliative continue, ça consiste à endormir le patient simplement. C'est pas de l'aide médicale à mourir, c'est une aide médicale à mourir qui dure sur 2, 3, 4, 5 jours. Là. On endort le patient et puis, évidemment, il ne mange plus, il ne s'hydrate plus et puis il va mourir de sa maladie. La sédation palliative continue, en fait, c'est une aide médicale à mourir, mais qui se prolonge. Bon, 3e éditorial, moi, je ne suis pas pour ça. Mais bon, chacun fait son choix. Là. Il y en a qui préfèrent ça. Bien, docteur, endormez-moi, puis on va bien voir ce qui va se passer. Alors, pour l'avenir, les mineurs matures. Les mineurs matures, c'est les mineurs de 11, 12, 13 ans jusqu'à 18 ans. Je vous l'ai dit au début, il faut être majeur pour obtenir l'aide médicale à mourir.
Maintenant, les mineurs matures, il y en a qui ont... D'abord, c'est très, très rare, ceux qui ont des maladies, heureusement, malheureusement très sévères, surtout des sarcomes, des cancers, avec des amputations. Ces jeunes-là passent des mois, des semaines, des mois à l'hôpital. Ils sont traités, ils sont pris en charge. C'est très difficile. Mais il arrive un moment où ce n'est plus traitable. Et donc, le jeune, s'il a 17 ans et demi, puis qu'il dit, bon, ben là, j'en peux plus, puis en accord avec sa famille, il demande l'aide médicale à mourir, bien, on va être obligé de lui dire, non, je m'excuse, mais tu peux pas, tu as 17 ans et demi, tu n'as pas 18 ans. T'offres 6 mois, puis quand tu vas avoir 18 ans, on va pouvoir te le donner, ce qui n'a absolument aucun sens. Par ailleurs, c'est complètement faux de dire que ces jeunes-là n'ont pas la maturité. Un jeune qui passe la moitié de sa vie à l'hôpital, il a pas mal plus de maturité que bien du monde qui ont le droit de vote. Ça fait que c'est une maturité qui vient avec la pathologie. Puis heureusement, c'est très, très, très rare. Heureusement, il y en a très peu. Mais quand ça arrive, on devrait avoir le droit de les soulager, ces jeunes-là. Donc, le fédéral a travaillé sur la question des mineurs matures. Il y a un rapport qui a été émis en février 2023. Le projet de loi n'est pas encore fait, on l'espère pour l'automne, mais ça devrait régler ce problème-là des mineurs matures. En fait, le fédéral est en train de dire, on ne va pas se baser sur l'âge, mais on va se baser sur la maturité du jeune en fonction de ce que nous dit l'équipe traitante. Les maladies mentales, pour le moment, je vous l'ai dit au début, hein, avec la fin de vie et la mort naturelle raisonnablement prévisible, qui était dans la loi en 2014 puis 2016, bien, les maladies mentales étaient exclues forcément parce que le patient n'était pas en fin de vie. Avec la modification du Code criminel en 2021 au fédéral, bien là, il n'y avait plus de critères de fin de vie puis plus de critères de mort naturelle raisonnablement prévisible. Donc, les maladies mentales devenaient admissibles à l'aide médicale à mourir. C'est pour ça que le gouvernement fédéral a dit, en même temps que la loi, il y a 2 ans, a dit on va exclure pour le moment les maladies mentales de l'aide médicale à mourir. On va se donner 2 ans pour réfléchir à tout ça jusqu'en mars 2023. Arrivé en février 2023, ils ont dit on n'est pas prêt. On va prolonger ça jusqu'en mars 2024. Donc là, on est dans cette période-là. Il y a eu, entre-temps, des rapports d'experts qui ont été faits, qui ont travaillé là-dessus. Vous pouvez retrouver ça sur l'Internet. Rapport du groupe d'experts sur la santé mentale et l'aide médicale à mourir. En résumé, tout le monde s'entend que si on exclut les patients de santé mentale de l'aide médicale à mourir, ça devient une discrimination selon un diagnostic. Si on a le courage, si quelqu'un a le courage d'aller en cours, c'est sûr qu'ils vont gagner. C'est une discrimination selon la Charte des droits. Donc, il faut faire une loi avant. Tout le monde s'entend pour que le cadre pour donner l'aide médicale à mourir à un patient avec une problématique de santé mentale soit très relativement rigide. En d'autres termes, il n'est pas question que quelqu'un à 20 ans qui va nous voir, qui va y voir un médecin, il va dire « Je viens de perdre ma blonde, je suis déprimé, ça n'a pas de bon sens. » Il n'y aura pas l'aide médicale à mourir. C'est certain. D'abord, ce n'est pas une maladie incurable, hein? On s'entend. Ça se traite, généralement, c'est bien. Mais tout le monde s'entend à peu près que l'évolution devrait être sur des décennies, 20 ans, 30 ans de suivi psychosocial avec toute une équipe. Parce que tous ces gens-là qui ont des... Bien, tous ces gens, il n'y en a quand même pas énormément, mais il y en a. Les gens qui ont une problématique de troubles de santé mentale grave, là, bien, ils sont suivis pendant des années par des équipes. Donc, tout le monde s'entend à peu près que ces gens-là devront avoir été suivis pendant de nombreuses années. Deuxièmement, par une équipe psychosociale. Puis là, il n'y a pas question, encore là, de faire une liste de diagnostics. Telle maladie, ça va être admissible, puis telle autre maladie, ça le sera. Non, c'est le patient. C'est un patient qu'on évalue dans toute sa globalité, pas du tout une liste de maladies. Donc, ça, c'est ce qui va... On espère avoir un projet de loi quelque part à l'automne. 2 mots sur les directives médicales anticipées. M. Paquette en a parlé au début. Vous devriez tous avoir écrit vos directives médicales anticipées. C'est dans la loi 2 du Québec depuis 2014. Directive médicale anticipée, c'est un formulaire de 3 pages, un petit peu plus, mais il y a 3 pages surtout importantes. On vous dit, si vous arrivez, amenez du pain à la maison, c'est ça que ça veut dire. Des directives médicales anticipées, si vous arrivez inconscient à l'hôpital, puis vous n'avez personne avec vous, vous dites, ben moi, si je suis inconscient, je ne veux pas être mis sur respirateur, je ne veux pas être ici, je ne veux pas avoir de dialyse, etc. C'est ça, les directives médicales anticipées. Il y a 3 grands scénarios et vous devez tous faire ça.
Ceux qui ont accès facilement à l'Internet, et si vous avez un code Clic Sécure pour vos impôts, là, vous pouvez l'avoir directement. Sinon, appelez à la RAMQ de votre région. Mais ici, ça va être le 1-800. Et vous vous dites, je voudrais avoir le formulaire de directive médicale anticipée. Ils vont vous envoyer ça à votre nom, à vous. Vous allez avoir un code barre, comme les bananes à l'épicerie. Puis ça va être à vous, tout simplement. Vous ne pouvez pas le faire pour d'autres. Vous pouvez le demander pour quelqu'un d'autre, mais ça va être avec un autre code barre, etc. Et ça s'en va directement dans tout le réseau de la santé, à l'ordinateur. Si vous arrivez inconscient à l'hôpital, bien, les docteurs vont sauter sur vous, ils vont mettre des tubes dans tous les trous qu'ils trouvent, et puis après ça, ils vont réfléchir. Ils vont aller voir sur le dos. « Oh, regardons, Mme Tremblay, elle avait fait ses directives médicales anticipées, puis elle ne veut pas de respirateur. » Bon, bien là, ils vont discuter. S'il y a de la famille, ils vont discuter avec eux autres, mais sinon, ils vont être obligés de suivre vos directives médicales anticipées. Dans la loi 2 du Québec, les directives médicales anticipées ont une valeur contraignante. Fait que si vous faites vos directives médicales anticipées puis que vous avez des enfants qui se chicanent autour de votre corps ou à l'urgence ou aux soins intensifs, c'est pas grave. C'est ce que vous avez écrit qui compte et non pas vos enfants et non pas la famille et non pas les amis et encore moins les docteurs, je dirais. Les directives médicales anticipées ont une valeur contraignante pour l'équipe médicale. Donc ça, c'est les directives médicales anticipées. Vous devriez tous faire ça. Les demandes anticipées, c'est autre chose. Je sais bien que c'est les mêmes termes un peu, mais la demande anticipée, c'est ce qui est en vigueur depuis, bien, pas tout à fait en vigueur encore, mais c'est ce qui est accepté depuis hier avec le projet de loi 11. Je me fais donner un diagnostic de maladie cognitive, Alzheimer, Parkinson ou autre, maladie à corps de Louis, etc. Je sais ce qui va m'arriver dans 4 ans, 5 ans, 8 ans. Je ne veux pas aller là. Pour l'instant, je suis bien. Donc, lorsque je serai rendu à telle étape de ma maladie, par exemple, lorsque je suis plus capable d'aller à la toilette tout seul, ça peut être, chacun va décider ce qu'il veut, je veux que quelqu'un me donne l'aide médicale à mourir. Et la façon dont on voit ça, pour le moment, tout le monde s'entend à peu près là-dessus, même s'il n'y a pas encore de guide de pratique, même si ce n'est pas encore formalisé, ça va être de dire, Georges, j'ai un diagnostic d'Alzheimer. Pour l'instant, je suis bien, je suis apte à prendre mes décisions pour moi-même. Lorsque je serai rendu à une étape où je ne reconnais plus, par exemple, mes petits-enfants, je veux que mon époux, bien, pas mon épouse parce qu'on a le même âge, mais disons, je veux que c'est moi, ça. Donc, j'étais où? Donc, ah oui, c'est ça, je ne reconnais plus mes petits-enfants. Et donc, à ce moment-là, je donne à ma belle-sœur, j'ai une belle-sœur qui a 20 ans de plus jeune que nous autres, ça donne bien, et je veux que ma belle-sœur, ça va être elle, mon tiers de confiance, et c'est elle qui va dire, mon beau-frère est rendu à l'étape où il ne voulait pas aller plus loin. Et là, c'est pas ma belle-sœur qui va décider. Elle va dire à l'équipe traitante, bien là, regardez l'état de mon beau-frère, parce qu'il est rendu à l'étape où il ne voulait plus aller plus loin. Et là, l'équipe traitante va rentrer là-dedans, puis ils vont dire, oui, c'est vrai, il est rendu à cette étape, et l'équipe traitante va donner l'aide médicale à mourir à la personne qui l'a demandé, même si la personne n'est plus apte. Je ne vous dis pas que c'est exactement comme ça que ça va se passer parce que les guides cliniques ne sont pas encore faits, mais c'est vers ça que l'on s'enligne, on espère, dans les prochains mois. Donc ça, c'est les demandes anticipées. Préparez-vous quand même, parce que ça va se faire là, dans les prochains mois, peut-être 1 an, on espère en tout cas. Moi, j'espère beaucoup qu'au 1er janvier 2024, ça va être en vigueur. Mais préparez-vous, ceux qui par exemple, se serait fait donner un diagnostic, ou pensez-y, si jamais je me fais donner un diagnostic, bien, jusqu'où je veux aller ou jusqu'où je ne veux pas aller. Alors, les demandes, on en a parlé. 3 mots très rapides sur l'inaptitude. La forme grave de déficience intellectuelle ou du trouble de spectre de l'autisme, interdiction à jamais de l'aide médicale à mourir. Pour une seule raison, ces patients-là n'ont jamais été aptes à décider pour eux-mêmes et ils ne le seront jamais. Donc, là aussi, on a entendu toutes sortes de choses. Les docteurs, vous allez faire le tour des asiles pour éliminer du monde qui sont déficients. Bien, voyons donc. Ils ne sont pas aptes. Point final à la ligne. Si on fait ça, on tombe dans l'eugénisme, ce que les nazis ont fait il y a 80 ans, mais c'est pas là qu'on va du tout, du tout. On est dans un domaine de soins de santé pour limiter les souffrances des gens. Même chose le spectre de l'autisme. Les personnes victimes de traumatisme crânio-cérébral ou d'un accident vasculaire cérébral qui n'ont pas fait leur directive médicale anticipée et qui arrivent à l'urgence comateux ne peuvent pas obtenir l'aide médicale à mourir. Même si vous écrivez
quelque part que moi, si j'arrive comateux à l'hôpital à la suite d'un accident d'auto, je veux l'aide médicale à mourir. Non, personne ne va vous le donner parce que ça ne fait pas partie des règles et vous n'êtes pas apte à décider pour vous-même. Ce que vous avez à faire pour ça, c'est de faire vos directives médicales anticipées. C'est ça qu'il faut faire. Puis évidemment, en parler autour de vous aussi. Si vous arrivez comateux, puis vous avez 84 ans, puis là, les médecins vous disent, écoutez, le pronostic n'est pas bon du tout, là, puis s'il survit, bien, il va survivre avec une grosse paralysie, il ne sera plus capable de parler, etc. Bien, parlez-en autour de vous, de ce que vous voulez pour plus tard dans votre vie, même quand on est plus jeune. Puis les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, bien, c'est ça dont on a parlé avant. Alors, le projet de loi 11 au Québec, adopté le 7... J'ai changé ma diapo hier, M. Paquette. Adopté le 7 juin, donc les infirmières praticiennes spécialisées vont pouvoir évaluer les patients à donner l'aide médicale à mourir. Le critère de fin de vie, qui n'est plus valable depuis mars 2020, va enfin être enlevé de la loi. Ils vont ajouter handicap comme dans le reste du Canada. Bon, Québec n'a pas voulu prendre le terme handicap parce qu'il ne voulait pas copier sur le fédéral, qui, lui, a copié sur la Cour suprême. Québec a dit non. Fait qu'ils ont fait un comité d'experts, et puis qui ont parlé pendant 2-3 semaines. Et puis, on dit, qu'est-ce que c'est qu'un handicap? Moi, je leur ai dit, prenez juste le Larousse, là, puis cherchez dans les H. Mais il n'y a pas ça qu'ils ont fait. Alors là, il y a une phrase qui est longue, disant un patient qui a une déficience physique, etc., qui amène des troubles de fonctionnement, enfin bref, un handicap. Mais ils ont mis une phrase différente. Bon, c'est correct. Mais c'est ça que ça veut dire. Bref, ça ne change rien. On s'harmonise avec le fédéral. La santé mentale, rien au Québec. On attend que le fédéral bouge. Les demandes anticipées, j'en ai parlé. Et le lieu du choix du patient, on en a dit un petit mot tout à l'heure, ça a fait toute une bisbille il y a 15 jours avec les salons funéraires. Ça, c'est réglé maintenant. Un dernier mot sur l'aide médicale à mourir et les dons d'organes. C'est des questions qu'on a. Si j'ai l'aide médicale à mourir, est-ce que je peux donner mes organes? Oui, sauf que si vous avez un cancer, vous ne pouvez pas donner vos organes, mais ça, c'est vrai pour toutes les transplantations. Mais vous ne pouvez pas donner votre cœur. Ce que vous avez entendu parler toute votre vie, là, les donneurs d'organes, c'est les patients qui sont en mort neurologique, en mort cérébrale. Fait qu'on les garde en vie avec des respirateurs, etc. Puis là, on constate qu'il y a une mort cérébrale et là, tous les organes peuvent être donnés. Sauf que dans l'aide médicale à mourir, ce qu'on veut, c'est un arrêt cardiaque. Et comme il y a un arrêt cardiaque qui doit être de plus de 6 minutes, calculé à l'échographie, bien à ce moment-là, on ne peut pas donner le cœur. Mais tous les autres organes sont bons. Et donc, comment ça se passe? Il faut que ça se fasse à l'hôpital. Ça ne peut pas se faire à domicile. Ça se fait à l'hôpital, en salle de réveil. La famille est là. On les laisse avec le patient comme s'il était à la maison, comme s'il était dans une autre chambre d'hôpital. Puis là, quand on est prêt, on fait l'injection. Et là, moi, j'écoute à l'auscultation, 1 minute d'arrêt cardiaque à l'auscultation. À ce moment-là, la famille sort. Et là, il y a un collègue qui vient avec une échographie qui vérifie qu'il y a 5 minutes complètes d'arrêt cardiaque à l'échographie. C'est ça, la loi, là. Et donc, après 5 minutes, bien là, le patient s'en va en salle d'opération et tous les organes sont prélevés, sauf le cœur, parce que, pour la raison que je vous ai donnée, c'est un arrêt cardiaque. Les dons de tissus, ça, c'est... Un dernier point sur les assurances. Qui que ce soit qui reçoit l'aide médicale à mourir a droit à tous ses privilèges d'assurance, quels qu'ils soient. C'est dans la loi, tant fédérale qu'au Québec. Depuis 2015 et 2016, il n'y a eu aucune contestation de ça. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête. Ce n'est pas écrit que c'est un suicide, ni quoi que ce soit. Vous avez le droit. C'est votre maladie qui vous a amené, qui a amené votre décès. Donc, vous avez le droit à tous vos privilèges d'assurance. Des gens me disent, est-ce que je prends tous mes médicaments puis les traitements jusqu'à ce que vous m'injectiez, docteur? Bien, oui, prenez tous vos médicaments. Bon, 95 ans avec un anticholestérolémiant, on peut peut-être le laisser tomber la semaine d'avant, il n'y a pas de problème, c'est pas ça qui va le tuer. Mais les médicaments contre le cœur, les médicaments contre l'anxiété, pas contre le cœur, mais pour aider le cœur, médicaments d'anxiété, bien oui, prenez-les. Même chose pour la nourriture, la boisson. Si vous avez une anesthésie générale, bien, on vous dit toujours, il ne faut pas vous manger 12 heures ou 18 heures avant pour ne pas vous vomir dans les bronches. Mais pour l'aide médicale à mourir, j'ai des patients, moi, où j'ai donné l'aide médicale à mourir avec un verre de vin dans les mains. Bien là, on l'enlève avant qu'on injecte, par exemple, parce qu'il va tomber. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui font des parties. Le terme est peut-être mal choisi, mais il y a des gens qui font des parties chez eux. Puis ça rigole, puis on a du plaisir, jusqu'à ce qu'évidemment, on donne le soin. Et là, quand on donne le soin, évidemment, c'est triste, c'est solennel. Puis après ça, bien, les discussions reprennent. C'est comme ça que ça se fait. Moi, j'ai dit depuis quelque temps, là,
pour en avoir fait beaucoup à domicile, je trouve que c'est une célébration de la vie. Parce qu'on empêche un patient, on arrête un patient dans sa souffrance, physique ou psychologique ou existentielle, puis en même temps, bien, les gens font un party avant, puis ils placotent comment c'était. Et ça se fait de plus en plus fréquemment. À l'hôpital aussi, sauf qu'à l'hôpital, évidemment, amener des bouteilles de vin et du champagne, bon, on le fait, là, mais on ne le dit pas trop fort. Puis bien, la nourriture, bien, ça se résume plus à un poulet barbecue qu'à un vrai party, mais bon. L'aide médicale à mourir, c'est un soin légitime, légal, moral, éthique et compassionnel. Ça n'enlève absolument rien à l'immense majorité des gens qui veulent aller au bout de leur maladie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le choix de chacun, autonomie et dignité. C'est contre votre religion? C'est parfait. Aucun problème avec ça, mais on n'oblige personne à suivre votre religion et on n'oblige personne à avoir l'aide médicale à mourir. C'est selon ce que chacun veut. Merci infiniment. En général, le cerveau ne peut pas prendre plus que ce que les fesses endurent. Ça fait que vous pouvez prendre une pause et puis M. Paquette va certainement vous dire un mot. Non, oui, non, non, non. Lui... Ah oui, oui, je vous dis un mot. OK. Alors, 15 minutes de pause café, puis après ça, il va répondre à toutes vos questions jusqu'à l'épuisement des questions ou l'épuisement du conférence. Merci. Merci beaucoup. Gênez-vous pas. Oui, madame. C'est seulement une injection que vous donnez? Ah, M. Paquette, d'habitude, c'est lui qui... Elle m'a volé ma question. Ah, vous avez volé. D'habitude, c'est M. Paquette qui me dit « Docteur, comment ça se passe? » Est-ce qu'on peut peut-être fermer cette... Merci beaucoup, parce que vous ne verrez pas. Alors, au point de vue technique, si un patient a des très bonnes veines, en général, on peut lui poser, ça prend un cathéter, c'est-à-dire un petit tuyau dans ses veines. En général, on en met deux, un de chaque côté pour être sûr qu'il n'y a rien qui se passe, là. On prend toujours une ceinture et des bretelles. Donc, si le patient a des mauvaises veines, on le fait rentrer à l'hôpital quelques heures pour installer ce qu'on appelle un PICC line, c'est-à-dire un grand cathéter qui est posé en radiologie. Ça prend 15-20 minutes, ça fait pas mal du tout, mais ça oblige le patient à venir à l'hôpital puis à retourner chez lui après. Si c'est un patient qui veut avoir son aide médicale à mourir à l'hôpital, enfin moi, la façon dont je fonctionne dans mon hôpital, c'est que je le fais rentrer la veille, mettons sous l'heure du midi. Il reçoit son PICC line dans l'après-midi, puis le lendemain, on est prêt à procéder quand il veut. Certains patients, on va même les faire rentrer le matin, en autant qu'on est certain d'avoir un rendez-vous pour le PICC line, et puis on procède plus tard dans la journée. C'est comme ça que ça se passe. Les injections, lorsque le patient est prêt, évidemment, il faut toujours lui redemander s'il est toujours d'accord, bien sûr. Et donc, lorsque la première injection, une fois que toute la famille a dit ses mots, puis ils ont entouré le patient, ils peuvent rester couchés dans le lit avec lui s'il veut. Tout est possible. Aussi, une autre chose, c'est que jamais à l'hôpital, on demande aux patients d'être en jaquette ou quoi que ce soit. J'ai un monsieur, un des tout premiers, lorsque la loi a été ouverte un peu, il y avait un Alzheimer, puis il est arrivé tout checké propre le matin, veston, cravate, toute l'affaire, les souliers, installés dans son lit. C'est ça qu'il voulait, c'est parfait. Il y a des madames qui arrivent avec leur belle robe. Je dis, mettez votre plus belle robe que vous voulez. Ou sinon, puis il y en a d'autres qui veulent garder une jaquette d'hôpital, mais il n'y a absolument aucune espèce d'obligation. Et une fois que le patient est installé, pour tous ceux qui ont été endormis pour une opération, là, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes médicaments, la même chose, les mêmes médicaments, les mêmes drogues. La seule chose, c'est quand vous êtes endormi pour une opération, dès qu'on a donné le premier médicament, l'anesthésiste vous met un tube dans la bouche pour vous faire respirer puis mettre sur respirateur. Parce que l'idée, c'est que vous réveillez après la chirurgie. Tout le monde s'entend là-dessus. Ici, c'est pas tout à fait la même idée. Donc, le premier médicament, c'est du midazolam, du Versed. Le midazolam, c'est la pilule qui rend dingo, comme les gens disent, là. Souvenez-vous, ceux qui ont été opérés, vous avez une jolie inhalothérapeute ou un gros anesthésiste barbu qui vient vous voir et dit « Bon, ben là, je vais vous injecter, là, puis là, comptez jusqu'à 10. » Puis vous vous rendez pas plus loin que 3 ou 4 de façon générale. Ça, c'est le midazolam. C'est la même chose. Une fois que le patient reçoit ça, ben là, il perd la carte. Il ne ressent plus de douleur, sauf si on lui fait très mal, bien là, il pourra avoir un mouvement. Donc, mais il est inconscient, il n'aura aucune connaissance. Le deuxième médicament, c'est transitoire. On donne un anesthésique dans la veine parce que le troisième médicament, il est très irritant, c'est du propofol. Le propofol, c'est ce qui
met le patient dans un coma très, très, très profond. En quelque sorte, ça coupe le cerveau. Donc, à ce moment-là, le patient devient en coma très profond. La plupart du temps, comme ce sont des patients malades ou assez âgés, bien, juste avec le propofol, même seulement que la première seringue, le patient fait un arrêt cardiaque, fait un arrêt respiratoire la plupart du temps à ce moment-là, puis il fait un arrêt cardiaque bien souvent, même avant la fin de la deuxième seringue, le patient est déjà en arrêt cardiaque. Un patient plus jeune, par exemple un patient de 60 ans avec une sclérose en plaques, qui était costaud, qui a encore un bon cœur, des bons poumons, etc., bien lui, ça se peut que son cœur continue de battre après même la deuxième seringue, mais il n'y a plus aucune espèce de connaissance. Il est dans un coma très profond, il n'y a aucune douleur, il n'y a aucune connaissance de quoi que ce soit. Et le troisième médicament, c'est un curare. Si jamais... excusez. Amener du pain ou du lait, ce coup-là? Si jamais le patient n'a pas fait un arrêt respiratoire, ce qui arrive à peu près jamais, il y a toujours un arrêt respiratoire. Si le patient, on lui donne, est quand même très costaud, mettons, pour s'assurer qu'on ne manque pas notre coup, on lui donne un curare qui bloque complètement la respiration. Et là, c'est sûr qu'en bloquant complètement la respiration, ça bloque les muscles, ça bloque complètement la respiration, donc il n'y a plus d'oxygène qui va dans le sang, donc il n'y a plus d'oxygène qui se rend au cœur, donc forcément, il y a un arrêt cardiaque. Pour un patient jeune, je me souviens d'un homme d'à peine 60 ans, sclérose en plaques, qui avait progressé rapidement. Il était en pleine forme, ce monsieur-là, il a toujours fait du vélo, puis du jogging, toutes sortes d'affaires. Donc, il avait un très bon cœur, des très bons poumons. Après des 3 médicaments, j'ai eu à peu près 9 minutes avant d'avoir un arrêt cardiaque complet. Fait que je peux vous dire que pour le médecin, c'est long un peu, puis pour la famille, c'est un petit peu plate parce que là, je suis toujours en train d'ausculter, puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais de façon très générale, entre la première injection puis la dernière, là, puis l'arrêt cardiaque complet, ça dure 3 à 4 minutes au gros maximum. Le temps de faire les injections, là, et puis ça se fait tout doucement. Ce qui est important de comprendre, c'est que dès la première injection, il n'y a aucune connaissance. Le patient n'a absolument aucune connaissance, aucune douleur de quoi que ce soit. Exactement comme une anesthésie générale. C'est les mêmes médicaments. Le propofol, c'est ce que le bon docteur cardiologue, ou non, son docteur de famille, a donné à Michael Jackson, puis pour l'endormir. Bien, il s'est endormi chez eux, mais il ne s'est jamais réveillé non plus. Fait que c'est du propofol. Donc, c'est exactement les mêmes médicaments que pour une anesthésie générale. Voilà. Ça répond à votre question? Oui, merci. Oui, madame. Je veux juste savoir, la deuxième, c'est juste le salin. Vous donnez pour nettoyer la ville? Non, ça, en fait, là, je les ai pas mises, les seringues de salin, parce qu'il y en a entre chaque injection. Fait que ça fait beaucoup de seringues, ça fait peur au monde. C'est quoi la deuxième? C'est juste La petite deuxième ici, c'est un anesthésique, c'est de la lidocaïne, c'est un anesthésique parce que le propofol, le blanc, c'est irritant pour la veine. Fait que avec le premier ici, le patient, il est inconscient, mais il peut ressentir de la douleur. Et donc, si on l'injecte le propofol puis qu'il sursaute un peu, ben c'est pas drôle pour la famille, là. Fait que le deuxième, c'est un anesthésique qu'on envoie direct dans la veine. Fait que la veine n'est plus du tout irritée par le propofol, donc le patient ne bouge absolument pas. Et votre cinquième, c'est quoi encore? La cinquième seringue ici, c'est un curare. Ça bloque tous les muscles. Si jamais le patient n'a pas arrêté de respirer, puis il n'y a pas un arrêt cardiaque, mais le curare nous amène une protection supplémentaire, si vous voulez. Est-ce que vous le donnez toujours? Tout le temps, tout le temps. Tout le monde, à ma connaissance, en tout cas, tous mes collègues, moi, je donne tout le temps mes 4-5. Là. De toute façon, si on ne les prend pas, on les ramène à la pharmacie, ils les jettent. Fait qu'autant que ça serve, autant que ça serve. Allez-y. Si on remplit un formulaire, on fait signer, on le donne à notre médecin, si nous arrive quelque chose, que ce soit n'importe quoi... Remplir un formulaire. Madame demande si vous remplissez un formulaire avec votre médecin, mais quelle sorte de formulaire? Un formulaire ou une lettre, si je suis pas capable de fonctionner, lui, capable de décider par ma place? Non. Il n'y a personne qui décide pour vous. Ni le médecin, encore moins le médecin d'ailleurs. Non. C'est la personne elle-même qui décide. C'est ça le principe de base de la loi. C'est ça, pour ça qu'il faut faire vos directives médicales anticipées. Mais le principe de base de l'aide médicale à mourir, c'est le patient qui décide pour lui-même. Oui, il y avait une... Moi, je veux juste savoir, est-ce que ça allait arriver que quelqu'un a dit non avant de l'injecter? La dernière demande, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Il y a un collègue qui m'a raconté que ça lui était arrivé parce que c'était le 22 décembre. La madame était à l'hôpital ou chez elle, je ne me souviens plus. Puis elle a dit, docteur, je peux-tu attendre à demain? Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Puis à ma connaissance, c'est à peu près jamais arrivé, là.
Parce que les gens qui demandent l'aide médicale à mourir lorsqu'ils sont rendus à la dernière minute, là, c'est parce qu'ils sont prêts. Il fait longtemps que personne ne se lève un matin en disant « Tiens, un matin, il m'a demandé l'aide médicale à mourir. Tiens, ça me tenterait, là. On va aller faire mon épicerie, puis après ça, on va avoir l'aide médicale à mourir. » Non, c'est pas de même, ça se passe du tout. Ce sont des gens qui ont réfléchi à ça. Les gens pour lesquels c'est le plus difficile, c'est ceux qui étaient en bonne santé. Je vous donne une histoire vraie. Monsieur de 65 ans à peu près, qui était très, très bien jusqu'à Noël 2020, je pense, chose comme ça. Puis, autour du jour de l'an, il commence à tousser, il va pas bien. Et puis, finalement, il tousse, s'en va à l'hôpital. Il dit, « là, il a une grosse pneumonie, il fouille un peu, il y a une pneumonie sur un cancer déjà métastatique. » Lui, là, il a eu à peu près 2 mois pour se faire à l'idée qu'il y avait un cancer métastatique qui était inopérable et non traitable. Puis là, il a eu l'aide médicale. Il a demandé l'aide médicale à mourir et c'est moi qui l'ai eu. Et donc, ça a pris peut-être 2 ou 3 mois. Donc, ces gens-là, c'est plus difficile pour eux d'accepter parce qu'ils n'ont pas eu la période de faire le deuil de leur propre vie, etc. Mais la grande majorité des gens, c'est plutôt qu'ils se font donner un diagnostic, ils ont des traitements. À un moment donné, ça ne marche plus. Donc, ça se passe sur plusieurs mois, voire plusieurs années d'évolution. Et c'est ça qui, encore une fois, autonomie, dignité, puis respect du patient. La plupart des gens ont eu une longue... Et les patients âgés, on en voit de plus en plus, 95, 16, 17, 18, qui ont toutes sortes de petites maladies. Puis là, ils nous disent, « Docteur, faites quelque chose. Bon Dieu m'a oublié. » Puis là, j'en peux plus. Je peux plus rien faire. Je suis plus capable de lire, plus capable d'avancer. Fait que, bon, c'est ça. On leur trouve des maladies. En général, on ne cherche pas bien loin. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une insuffisance cardiaque, il y a toujours une insuffisance respiratoire, il y a une maladie de la vision. Mais de toute façon, à 95 ans, là, il y en a moins en avant qu'en arrière. Là. Puis pourquoi est-ce que quelqu'un devrait attendre de souffrir jusqu'au bout, puis être capable de mettre un pied devant l'autre, puis être capable de s'alimenter, puis être etc. La madame dont je vous parle, à qui j'ai donné l'aide médicale à mourir il y a à peu près 1 mois, n'était plus capable d'aller faire sa toilette elle-même. Mais pour elle, c'était une madame qui était fière, comme bien du monde. Elle avait toute sa tête, ça je peux vous dire. Elle m'a raconté son histoire de vie. Elle me parlait toujours de son mari qui avait fait ci, qui avait fait ça. Mais elle avait toute sa tête, mais plus capable de faire quoi que ce soit qui donne un sens à la vie, dignité. Quand vous êtes plus capable de faire quoi que ce soit qui donne un sens à votre vie, c'est ça la dignité. Et pourquoi pas? 60 ans, c'est différent. Mais rendu à 95, on s'entend tous qu'il y en a un petit peu moins en avant. Là. Puis, encore une fois, ça oblige personne. Moi, j'ai une tante qui vient juste de mourir. 105 ans. Juste, pas bravo, je vous dis. Mais elle était pas trop mal jusqu'à 102 à peu près. Mais après ça, c'est mes pauvres sœurs qui l'ont eu sur le dos. Oh, ouais. Fait que là, c'est mon épouse Esther qui l'a sur le dos parce qu'elle qui s'occupe de tous les papiers. Mais tu sais, il n'y a rien de drôle à ça. Il n'y a pas grand monde qui vit en bonne santé jusqu'à 105 ans. Ah, d'accord. Ça, c'est un 5e éditorial. Oui. 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 À partir du moment que la personne prend sa décision d'avoir l'aide à mourir, combien ça peut prendre de temps avant que... Disons, la personne voudrait que ce soit rapidement, parce que tout le contexte qui se passe, ouais. C'est que ça serait quoi un délai? Madame demande quel est le délai entre la demande qu'un patient fait puis le moment où elle peut l'avoir. Alors, oups. C'est moi, ça? Non. Hein? Ah ouais. Là, on est rendu, on avait le pain, on avait le lait, il reste... un dessert. Les œufs. Alors, de façon générale, à partir du moment où la formule est signée, qu'on a vue, là, et puis qu'elle est envoyée... Ça, c'est le jambon, en plus des œufs. C'est pas grave. En autant que si la demande est faite, mettons aujourd'hui, que moi je reçois la demande et que là on me dit c'est un patient qui est cancéreux, qui a des métastases, puis il veut avoir l'aide médicale à mourir demain, il a tout à fait le droit. Je vais le voir aujourd'hui, puis on va s'entendre pour demain ou après-demain, là, dépendant de ce que le patient veut. Si c'est un patient qui dit, là, je veux avoir si je réponds aux critères, oui, très bien, mais je voudrais ça au mois de septembre, je veux passer l'été. Parfait, pas de problème, ça va être au mois de septembre. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, c'est le patient lui-même qui décide mais ça peut être très rapide.
dépendant de... C'est le patient qui décide lui-même. Ça peut être très rapide. Même ici, parce que c'est pas ce qu'on entend. Bien, tant pis, si vous entendez quelque chose, dites-leur qu'ils m'appellent. Qu'est-ce que vous entendez? Que certaines personnes, des fois, parce que dans le contexte, c'est précipité, puis il fallait, je sais pas, là, en tout cas, même moi, je l'ai vécu dans ma famille, là, que ça se passait à Montréal quand même, là, mais des fois, c'est comme trop rapide, parce que, je sais pas, il n'y avait pas comme une consultation, il fallait qu'un travailleur social passe. Pas du tout. Non, les deux seuls éléments, c'est un médecin qui évalue, le médecin qui fait l'aide médicale à mourir qui évalue le patient, puis un deuxième médecin qui doit donner son deuxième avis. Mais comme je vous ai dit, le deuxième médecin, ça peut très bien être le médecin traitant qui connaissait son patient puis qui donne l'avis avant. Moi, je reçois des demandes des fois du médecin traitant avec le deuxième avis, disant, bien, docteur Espérance, pourriez-vous aller voir mon patient? Je vous donne mon deuxième avis, puis là, je vais voir le patient. Ça peut être aussi vite que le lendemain. Maintenant, il y a deux classes de patients. Je ne suis pas entré dans les détails. Le fédéral a fait, quand il a modifié la loi en 21, il a fait deux classes de patients. Les patients avec une mort naturelle raisonnablement prévisible, ce n'est pas un critère, mais il fallait les classer. Alors, les patients avec un cancer, par exemple, sont dans la catégorie 1, donc ils peuvent avoir l'aide médicale à mourir le lendemain qu'ils l'ont demandé, ou plus tard. Puis les patients qui sont dans la deuxième catégorie, eux autres, il faut compter 90 jours entre le moment où le patient est évalué puis le moment où il peut obtenir l'aide médicale à mourir. Mais ça, c'est des patients avec des pathologies, par exemple, une polyarthrite rhumatoïde, par exemple, une sclérose en plaques. Bon, ce 90 jours-là, ce n'est pas les médecins qui avons mis ça, là, c'est les avocats au fédéral. On espère qu'à un moment donné, ça va tomber parce que, comme m'a dit une patiente, juste avant que je l'injecte, docteur, s'il vous plaît, dites aux députés qui enlèvent ça, cette histoire-là de 90 jours, ça n'a aucun sens. Avec raison. Mais bon, c'est comme ça pour la loi. Mais beaucoup d'entre nous, comme les médecins du Canada anglais, si le patient demande l'aide médicale à mourir, quelle que soit son pathologie, la seule question qu'on doit se poser, est-ce que la maladie du patient va l'amener vers sa mort? Si oui, il est dans la première catégorie, il peut obtenir l'aide médicale à mourir le lendemain. Sinon, il n'y a pas de limite au temps, au délai. La seule limite, c'est l'aptitude du patient. Il faut que le patient reste apte tout le long jusqu'à la fin, sauf, encore une fois, mais on est dans les détails, là, si le patient est dans la catégorie 1, un cancer par exemple, et qu'on pense qu'il peut perdre son aptitude pour des métastases, pour des troubles métaboliques, etc., on lui fait signer ce qu'on appelle une renonciation au consentement final. Et là, c'est un contrat entre le médecin et le patient. Et le patient indique sur la feuille, je veux l'aide médicale à mourir, mettons le 7 septembre. Si, entre-temps, je deviens inapte, je veux quand même que vous procédiez, même si je suis devenu inapte. Et ça existe maintenant depuis 2 ans maintenant. Messieurs, dames, merci beaucoup de votre attention. Au plaisir. Et gênez-vous pas ceux qui veulent être membres. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, gênez-vous pas ceux qui veulent être membres de l'association. Et vous pouvez avoir tous les renseignements que vous voulez sur l'Internet en visitant notre site aqdmd.org. Vous avez des tas de renseignements là-dessus, des communiqués de presse, des mémoires, etc., etc. Bonne journée!